Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mes invités. Le journalisme d'investigation vous a rendu célèbre. On vous a surnommé les Dupont et Dupont d'un genre où vous n'avez pourtant jamais fait Tintin. Vous transposez aujourd'hui le théâtre de la politique à la scène, une autre façon de passer aux actes. Bonjour Gérard Davet, bonjour Fabrice Lhomme. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, il se trouve qu'on vous connaît bien à travers vos livres. Un président ne pourrait pas dire ça. Le dernier livre, Le traître et le néant sur Emmanuel Macron. Mais finalement, on ne vous connaît pas. Et pour une fois dans cette émission, tout en parlant de cette adaptation au théâtre libre de Un président ne pourrait pas dire ça, on va l'évoquer tout à l'heure, l'investigation, ça va être sur vous, parce qu'on vous connaît peu, et vous êtes un duo quand même exceptionnel. Vous êtes d'accord là-dessus ? Enfin, exceptionnel, j'en sais rien, mais... Un duo, oui. Un duo, oui. Alors, on va évoquer des dates précises. Alors, la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, Gérard Davet. Le 4 octobre 1919, Alexandre Varenne, journaliste et homme politique, signe son premier éditorial dans La Montagne, un mot d'ordre pour la démocratie, la liberté et l'engagement au service du bien public. Et Alexandre Varenne, vous lui devez votre première récompense, le prix de la Fondation Varenne, en 93. C'est la première et seule récompense que j'ai jamais eue. Oui. Et j'en suis ravi parce que c'est une récompense qui récompensait donc la presse régionale, en règle générale, ça existe toujours. Et j'avais présenté une série d'articles que j'avais fait sur la prison de Fresnes. Et j'avais, à ma grande surprise, reçu un prix spécial. Oui, et la prison de Fresnes qui a été célèbre voici quelques temps parce que Jean-Jacques Debout y a passé 2 mois. Et chaque fois qu'il se promenait dans la cour, les prisonniers chantaient « Bécassine, c'est ma cousine ». Alors effectivement, Alexandre Varenne a débuté dans la presse comme secrétaire de rédaction de l'Humanité, repéré par Jean Jaurès avant de faire ce parcours. Et cette fondation, aujourd'hui, elle est présidée par Jacques Maillot, un chansonnier. Je ne sais pas si les chansonniers font partie, Fabrice Lhomme, de votre univers. C'est un peu la même chose. Ils caricaturent, se moquent un peu de tout le monde. Oui, si. Je pense qu'on a été biberonné à la grande période des chansonniers. Je pense notamment aux années 70. Pierre Douglas, voilà, Mabille. Le petit rapporteur avec Jacques Martin, etc. Donc c'est quelque chose qui nous parle. C'est générationnel aussi. Voilà. Vous vous souvenez de la remise de ce prix, Gérard Davet ? Oui, je m'en rappelle très bien. J'étais habillé avec un pull gris informe qui dénotait parmi les costards cravates. Et j'étais super fier et en même temps extrêmement intimidé. Et ce reportage sur la prison de Fresnes, c'est un reportage anecdotique, précis ? Non, c'était une immersion. J'avais réussi à obtenir l'autorisation, à l'époque où ça ne se faisait pas, de passer 15 jours à la prison de Fresnes avec les détenus, les matons et autres pour raconter ce qu'était cette gigantesque prison, la plus grande de France. Donc vraiment, j'ai passé 15 jours absolument incroyables à appréhender l'univers de la prison. Et pour l'histoire, c'est qu'une fois que j'ai publié dans les colonnes du Parisien pendant une semaine cette série de reportages, je sais que ça a provoqué beaucoup de problèmes à la prison de Fresnes ensuite parce que il y avait une vraie liberté de ton dans mes articles. Alors, votre parcours, on va l'évoquer avec des dates aussi, mais aussi avec des choses plus précises. On va commencer par Gérard Davet et ensuite Fabrice Lhomme. Gérard Davet, je crois que vous êtes né à Courbevoie. Courbevoie qui a été immortalisé dans une chanson. So far away, so far away, so far away from Courbevoie. Vous connaissez cette chanson de Gilbert Bécaud ? Je connais bien Gilbert Bécaud, je ne connaissais pas celle-là. Il l'a écrite lorsqu'il vivait à la Défense et il avait une vue de son immeuble France sur Courbevoie. C'est une chanson de Pierre Delanoë. Alors, Courbevoie aussi, Louis de Funès, Éric Revel, qu'on connaît bien sur ce radio, Philippe Candeloro et Céline y sont nés. Et Céline a beaucoup parlé de Courbevoie dans ses romans. Courbevoie, ça vous laisse des souvenirs précis, Gérard Davet ? Absolument aucun. J'y ai vécu l'espace de quelques minutes, le temps de naître. Et ensuite, j'ai regagné mes pénates. Moi, je suis de Meudon-la-Forêt. Donc, ça parle aussi de Céline, puisque Meudon a vécu toute sa vie à Céline. Donc, moi, je suis plutôt de Meudon-la-Forêt que de Courbevoie, mais je suis né à Courbevoie. Alors, le journalisme, ça vous a passionné depuis toujours ? Alors, c'est particulier. Moi, en fait, j'ai découvert vraiment le journalisme à l'âge de 18 ans et demi, quand j'ai fait un petit boulot d'été, et en fait je travaillais dans des cités de Courbevoie, ça c'est vrai, et à l'intérieur je m'emmerdais un peu de temps en temps dans ce travail sur les chantiers, et j'ai découvert Le Parisien. À ce moment-là, j'ai commencé à feuilleter Le Parisien, j'ai adoré ce journal qui était d'une simplicité et d'une efficacité extrême, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, ce métier est quand même génial. Donc j'ai découvert le journalisme assez tard. Et vous avez fréquenté les écoles de journalisme, un parcours traditionnel ?
Oui, enfin j'ai loupé 2 fois mon bac. Je suis rentré dans une école de journalisme, 1 fois mon bac, donc j'ai eu la 2e fois. Je suis rentré dans une école de journalisme un peu par effraction, il faut bien le dire, dans une école qui n'était pas du tout répertoriée à l'époque, qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme. J'y suis resté 1 an et demi. Et après, j'ai tout de suite travaillé pour Le Parisien dès 1986, parce que je n'avais qu'une envie, en fait, c'est de me confronter à la réalité du terrain. Alors que vous, Fabrice Lhomme, je crois que vous avez tenté 2 écoles de journalisme, à Paris et à Tours, et ça s'est pas vraiment bien passé. Oui, ça s'est très mal passé, même effectivement. J'ai d'abord fait l'IUT de Tours, Oui. donc j'ai été reçu. J'étais très content et très surpris pour une fois que je réussissais quelque chose, parce que j'étais plutôt un cancre à l'école jusqu'alors. Vous avez un côté punk à l'époque, je crois. Oui, un côté, oui, j'étais un peu intenable, voilà. Et j'étais un peu chahuteur et pas très concentré sur les études. Donc, à la fin de la première année d'IUT de Tours, j'ai été renvoyé parce que j'étais pas assez assidu, tout simplement. Je faisais des bêtises. Et ensuite, j'ai été dans une 2e école, l'ESJ, École supérieure de journalisme de Paris. J'ai fait 1 an et là encore, même cause, même effet, j'ai été renvoyé. Donc, j'ai pas été diplômé. Et là, mes parents qui avaient un peu marre de subvenir à mes besoins, m'ont dit, maintenant, tu te débrouilles. Si tu veux être journaliste, tu à toi de trouver. Et après, les hasards de la vie ont fait que j'ai eu quelques stages, etc. Et puis le hasard a fait que il y a une possibilité au Parisien. J'y suis entré en 89 et là j'ai rencontré Gérard et ça a été un coup de foudre professionnel immédiat et un coup de foudre amical surtout. Tout de suite on est devenus amis. Vous avez fait de la radio aussi dans les Caraïbes, la Guadeloupe, dans les pays lointains. Ouais, en effet, à la période où Gérard rentrait déjà au Parisien, c'est-à-dire les années 80, pour moi 87, 88, avant d'avoir trouvé quelque chose à faire au Parisien, j'avais eu des opportunités à Radio France notamment, Radio France Belfort et effectivement Radio Caraïbes International à Fort-de-France. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré faire la radio, mais c'était trop loin de Paris pour moi. J'étais jeune, je voulais faire la fête, je voulais profiter, donc je suis rentré à Paris. Et après, je me suis dit que quand même mon truc, mon moyen d'expression favori, c'était l'écriture. Donc j'étais plus presse écrite quand même. Christine Kelly a fait comme vous. Elle était à la Guadeloupe et puis elle a commencé à la télé sur Archipel 4 en animant des émissions et ensuite elle est venue à Paris. Finalement, c'est une bonne école d'apprentissage. Ah mais complètement. Mais de manière générale, d'ailleurs, Gérard et moi, on a commencé ensuite au Parisien dans les éditions locales, départementales du Parisien. Et finalement, en Martinique, c'était quelque part, c'était quelque chose d'assez local comme radio. Et en fait, c'est la meilleure école, on pense, pour un jeune qui veut commencer, de se confronter au terrain immédiatement. L'info de proximité, c'est très formateur. Voilà. Et ça, le Parisien, effectivement, les éditions de banlieue qui fleurissaient à l'époque, Gérard Davet. Bon, moi, je me souviens de Maurice Baudouin qu'on a reçu voici quelques jours, qui était sur son scooter avec des cartons sous la chemise tellement il faisait froid. C'est la meilleure école de la profession. Moi, j'ai commencé en 86, donc au Parisien. J'ai travaillé très très longtemps dans le département du Val-de-Marne, édition départementale. Très longtemps, j'y suis resté 6 à 7 ans. Et en fait, j'ai adoré ça. Non pas que je me passionnais pour l'actualité de la banlieue, ce serait exagéré. J'étais moyennement... Enfin, j'apprenais mon métier, en fait. Et j'étais moyennement intéressé par les constructions d'écoles maternelles, les rénovations de cours, etc. Mais je découvrais le contact avec les élus, le contact avec les sources, avec les policiers, etc. Et aussi l'ambiance d'une rédaction qui était encore à l'époque, et c'était donc il y a 40 ans, c'était encore très ouvert. Il y avait les sténodactylos, il y avait les vieux reporters, les infogénés, on se croisait tous et tout. J'ai adoré en fait ces jeunes années au Parisien. Oui, en plus on établissait des contacts avec la population, on comprenait le grand public. On le comprenait, mais on n'avait même pas besoin de le comprendre parce qu'en fait, on vivait avec eux. Moi, j'étais basé à Saint-Ouen, dans la rédaction nationale, mais je passais mon temps dans le Val-de-Marne avec ma vieille voiture, une vieille Ford Escort, et je passais mon temps à courir la banlieue de Créteil à Villeneuve-le-Roi en passant par Villeneuve-Saint-Georges et Maison-Alfort. Et en fait, on était dans la banlieue. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'essayer de la comprendre, on la ressentait. Fabrice Lhomme. Oui, alors moi c'est la même chose que Gérard. On n'était pas forcément dans les mêmes rubriques, ou en tout cas on était en local, mais pas dans les mêmes éditions. Et moi j'ai notamment travaillé dans un supplément qui était des suppléments sur des villes de banlieue. Donc c'est exactement comme Gérard, j'avais ma voiture qui en a fait des kilomètres en banlieue. À l'époque ça roulait mieux, et sans doute que j'ai beaucoup pollué aussi. Mais dans tous les cas, j'allais d'une ville à l'autre, et en étant proche des gens, et je pense en plus de par, j'allais dire, nos origines familiales respectives, Gérard et moi, on a toujours été assez proches des gens, puisque on vient globalement de milieux plutôt modestes, et donc cette proximité était assez naturelle pour nous. Mais après, il faut pas, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a plein de journalistes qui sont toujours proches de la population. Faut pas
toujours dire c'était mieux avant, aujourd'hui on ne le fait plus. Je crois qu'il y a encore et heureusement beaucoup de journalistes radio, télé et presse écrite qui restent, et c'est très important, proches du lecteur, auditeur ou téléspectateur. Oui, parce qu'être derrière l'ordinateur, ça ne sert pas à grand-chose pour apprendre le journalisme et pour raconter des histoires. Vous avez tout à fait raison, c'est la rencontre des gens. Le journaliste, je sais jamais que ça, c'est aller rencontrer les gens puis restituer ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et avec des réflexes qui se créent au fil des années, Fabrice Lhomme. Oui, alors c'est vrai que le journalisme, c'est vraiment une matière empirique. Hein. On apprend en se trompant, on apprend surtout en allant au charbon et en expérimentant un petit peu tout. Et c'est vrai que très rapidement, il y a des trucs ou des astuces qu'on apprend sur le terrain, en fait. Par exemple, comment interviewer, ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un pour obtenir la bonne réponse. C'est des techniques qu'on peut pas vraiment apprendre dans les écoles. On peut donner des petits trucs, mais à un moment, c'est sa propre personnalité qui va faire que vous allez réussir ou pas à faire parler la personne que vous devez faire parler. Et ce qui est étonnant, alors que vous avez été viré des écoles de journalisme, vous avez été professeur associé, je crois, dans les écoles, tous les deux. Oui, on a arrêté cette année. Ça fait 15 ans, avec Fabrice, qu'on donne des cours de Sciences Po au CFJ, en passant par à peu près toutes les écoles de France. Et on a terminé avec Marseille cette année. En fait, on avait envie de transmettre à la jeune génération de journalistes ce que ce métier nous a donné à nous. Et également, évidemment, de transmettre à cette génération des repères et des valeurs auxquelles nous croyons depuis toujours avec Fabrice. C'est la religion des faits, la crédibilité, le contextualiser, ne pas s'emballer, ne pas jurer par les réseaux sociaux, mais uniquement par la véracité des rencontres. Enfin, tout ce à quoi on croit, on a voulu transmettre. Je pense qu'on a essayé de le faire de façon la plus honnête possible, je crois. Ouais. Et là, on a arrêté. Là, voilà. Alors, nous, on va continuer justement, mais avec des faits et surtout des dates. Une date, le 13 septembre 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Nous parlerons tout à l'heure du Théâtre Libre qui met à l'affiche une pièce adaptée d'un livre best-seller que vous avez signé tous les deux. Un président ne devrait pas dire ça, c'est quand même un événement. Mais là, on revient, alors là, je vais m'adresser à Gérard Davet, au 13 septembre 2010. C'est votre première apparition à la télévision. Il y a une plainte qui a été déposée par Le Monde pour violation du secret des sources à la suite d'un article sur l'affaire Bettencourt. Et c'est la première fois qu'on vous voit à la télévision dans votre bureau. Ah, c'est marrant, je m'en souvenais pas. Moi, je crois me souvenir avoir été interviewé, mais peut-être pas plus par des télés étrangères en 2005-2006, avec l'époque Clearstream, où on avait révélé pas mal de scandales dans le monde et qui avait fait vaciller le Premier ministre Dominique de Villepin. Mais effectivement, en 2010, en tout cas, c'est le moment où je m'expose moi-même beaucoup plus que les faits que je présentais jusqu'à présent. Là, c'est moi-même qui m'expose. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai été effectivement surveillé par les services secrets sur demande de Nicolas Sarkozy, parce que j'étais très en pointe pour révéler des secrets judiciaires en particulier et politiques dans l'affaire Bettencourt. Et je m'empresse de préciser que justement ces secrets dans l'affaire Bettencourt, je les révélais parce que Le Monde m'avait missionné. Et pourquoi Le Monde m'avait missionné ? Parce que Fabrice Lhomme, ici présent, pour le média Mediapart, venait de sortir un nombre de scoops incalculable et qu'il fallait absolument rattraper Mediapart. Et donc on s'est retrouvés, Fabrice et moi, en opposition frontale. Voilà. Et après, ça s'est arrangé pour tous les deux. Mais du jour au lendemain, on n'a parlé que de ça. Et c'est vrai que ce genre d'information, bon, ça fait les délices du buzz, mais c'était pas évident dans ces années-là, Fabrice Lhomme. C'est vrai que c'était plus compliqué. Je pense qu'il y avait moins de médias qui étaient prêts à faire de l'investigation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y a des sites parfois très connus, d'autres plus modestes, même à l'échelle locale, et c'est formidable. On trouve ça très bien. À cette époque, surtout, c'était le pouvoir sarkozyste qui était un pouvoir très fort et qui supportait pas beaucoup, on va dire, la contestation journalistique. Donc, ça nous a valu à Gérard et moi quelques déboires. Mais ça fait partie du jeu. On est le contre-pouvoir, on affronte le pouvoir se défend et j'allais dire tant que c'est fait dans les règles. Là, le problème, c'est qu'il y a des fois, ça a dépassé les limites et passer sur écoute un journaliste ou sous surveillance téléphonique, c'est pas correct. Ah, moi, je me souviens avoir été sur écoute dans l'affaire du Parisien. Et j'ai découvert mon nom, parmi 300 noms. En fait, j'appelais régulièrement Jean Edernalier quand je manquais d'une information pour le Figaro, parce qu'il fallait bien rigoler. Et ben, j'ai été quand même écouté pour ça. Sous François Mitterrand. Sous François Mitterrand, oui. Et ils ont dû bien rigoler en écoutant les messages de Jean Edernalier qui racontait n'importe quoi. Alors, il se trouve que tout ça, c'est la conséquence d'un parcours. Gérard Davet, vous avez évolué en partant justement de la banlieue. Il y a eu les faits divers, il y a eu les informations générales. Petit à petit, vous avez appris votre métier, vous êtes développé. En fait, s'il y a une seule distinction à opérer entre la carrière de Fabrice et la mienne, c'est que moi, j'ai touché à tout. Ça correspond profondément à ce que je suis. J'aime tout, quoi. J'aime aussi bien écrire le
portrait de quelqu'un que de partir sur un terrain pour raconter ce que je vois. Donc j'ai fait du reportage de guerre au Kosovo, au Pakistan et ailleurs. Et puis j'ai fait aussi des grands procès, puis j'ai fait aussi du reportage sportif. En fait, j'ai touché un petit peu à tout parce que ce métier est génial en ce sens qu'on peut avoir 1000 vies dans ce métier. Et puis à un moment donné, quand Fabrice Lhomme est revenu au Monde en 2011, je me suis dit je vais finalement faire comme lui, c'est-à-dire que je vais faire que de l'enquête. Alors de l'enquête plutôt politique, mais je vais faire que de l'enquête parce que objectivement, c'est comme une matière absolument jouissive du métier, aller chercher ce qui nous est caché. Oui, mais en même temps, vous avez appris toutes les branches du journalisme, ce qui est assez rare parce qu'aujourd'hui, le journaliste est spécialisé, Fabrice Lhomme. Alors parfois il est spécialisé. Maintenant, là encore, faut pas généraliser. Il y a pas mal de jeunes journalistes, notamment, qui se cherchent un petit peu et qui vont passer, par exemple, d'un média à un autre, qui vont passer de la radio à l'écrit, et qui vont commencer, j'allais dire, en étant journaliste économiste, et qui vont se dire, bah tiens, l'enquête, l'investigation, ça m'intéresse, et qui vont pouvoir intégrer une cellule d'investigation qui cherche quelqu'un qui a un profil d'économiste. Après, c'est vrai que globalement, dans la plupart des rédactions, vous avez des rubricards, ce qu'on appelle des rubricards, des spécialistes qui ne creusent qu'un sillon et qui le font souvent très longtemps, parfois toute leur carrière, parce que simplement ils aiment ça et parce qu'au bout d'un moment c'est plus facile, vous avez tous les contacts, etc. C'est vrai que Gérard, lui, est vraiment totalement polyvalent. Moi, j'allais dire, je l'étais à moitié, c'est-à-dire que j'ai quand même été très focalisé sur l'enquête, mais j'ai quand même travaillé dans le sport, j'ai fait du reportage à l'étranger, etc. Mais c'est vrai que moi, j'étais plus obsédé, on va dire, par l'investigation dès le début. Oui, vous étiez reporter au Parisien à une époque où le journalisme était joyeux. Moi, je me souviens de Paris Match à l'époque, où les réunions commençaient vers midi au Café du Coin. Et c'était autre chose. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on a vécu, Gérard et moi, la fin d'une époque, d'une belle époque. Après, les nouvelles périodes sont intéressantes aussi, mais très différentes. Où c'était un peu, effectivement, il y avait des pots quasiment tous les soirs. C'était toujours un prétexte pour boire un coup, etc. Des choses qu'aujourd'hui, évidemment, on ne voit même plus du tout. Avec une liberté de ton absolue. Voilà, c'était la liberté. Et voilà, nous c'est vrai que c'est une période. C'est pas qu'on la regrette. Moi, je suis content d'avoir vécu. Voilà, c'est bien d'avoir vécu. C'était aussi le temps des dépêches, le temps où il y avait une encre d'imprimerie, Gérard Davet. Je me rappelle très très bien de du premier bulletin AFP que j'ai entendu, c'était la mort de Thierry Sabine et Daniel Balavoine. J'étais encore à l'école journaliste à ce moment-là, c'était en 86 je crois, et c'était un tintement suraigu pour annoncer cette mort. Et effectivement, aux Parisiens, ce que j'ai toujours aimé, et Fabrice aussi, c'est qu'on y restait tard parce qu'on avait tous nos copains qui étaient là-bas, on passait vraiment beaucoup de temps à faire des conneries après avoir écrit nos articles, et ensuite on descendait à l'imprimerie qui était juste en dessous, et on voyait les rotatifs qui tournaient, et on sortait un journal avec qui sentait encore l'encre fraîche, avec nos articles à l'intérieur. Moi, j'ai toujours trouvé ça magique. Exactement. En même temps, il y avait des coquilles parfois. Ouais, souvent même. Il y a moins de correcteurs à l'époque aux Parisiens qu'il y en a aujourd'hui au Monde, mais c'était une époque vraiment que j'ai adoré connaître. Moi, je me souviens, j'étais au Parisien à une époque, j'avais écrit un article sur Charles Trenet qui se présentait à l'Académie, une fleur bleue chez les habits verts, et on a rattrapé juste avant l'impression, c'était devenu une peur bleue chez les habits verts, ce qui avait fait scandale. Alors, il y a aussi, vous avez travaillé aussi à France Soir, ensuite, pas l'immeuble mythique, à Aubervilliers, Fabrice Lhomme. Oui, exactement, j'ai quitté le Parisien en 1998, et là j'ai passé un an à France Soir qui relançait une nouvelle formule dans des nouveaux locaux à Aubervilliers. J'étais pas très loin du Parisien qui était toujours à Saint-Ouen, mais j'y suis resté un an, que je me suis d'ailleurs beaucoup amusé. Il y avait Yves Tréhard qui était la tête de la rédaction, qui désormais est au Figaro et qui était un très bon chef, qui m'avait donné toute l'attitude, me faisait tout à fait confiance, et je me suis éclaté notamment sur l'affaire de dopage dans le cyclisme, la première grande affaire, l'affaire Festina. Alors moi j'étais au taquet sur cette histoire qui alliait toutes mes passions, l'investigation, le sport et notamment le cyclisme que j'adore, même si je cassais un peu mon jouet en révélant les scandales de dopage, mais j'ai passé une année vraiment très épanouissante à France Soir, et ensuite j'ai été à l'Express. Oui, l'Express, journal mythique d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs ça s'appelait bien l'Express, parce que je me souviens, j'y étais aussi un petit peu, et le matin c'était le café qui circulait dans la rédaction par bouteille entière, par cafetière entière. Oui, moi j'ai surtout les souvenirs des jours de bouclage à l'Express et des soirées de bouclage. C'était le mardi soir, peut-être sans doute encore. Et c'était un peu interminable parce que vous avez vos papiers, il faut attendre qu'ils aient été revus par le correcteur, etc. Et vous rendez le papier à 20h et à 3h du matin, vous êtes au buffet, vous attendez encore et vous passez la nuit. Mais ça donne aussi des ambiances sympathiques. Et puis à l'Express, il y a quelqu'un qui a été très célèbre pour son investigation, c'est écoutez sa voix. Et vous avez une pression des promoteurs extraordinaires qui explique... Jacques de Rogy. Et Jacques de Rogy, c'est un peu votre maître à tous les deux.
Oui, il fait partie des références. Jacques de Rogy travaillait souvent comme nous en duo avec Jean-Marie Ponto, tout à fait. Que lui, pour le coup, j'ai vraiment connu parce que c'est lui qui m'a embauché à l'Express. Donc j'ai travaillé pendant un an et demi avec Jean-Marie Ponto. Et c'est vrai que Gérard Davet, Jacques de Rogy a lancé le journalisme d'investigation avec l'affaire Ben Barka, lorsque Ben Barka a été enlevé devant chez Lippe. Oui, et moi je me rappelle, enfin j'étais donc très jeune à l'époque, mais voire même pas né pendant l'affaire Ben Barka, après j'ai lu les œuvres de Rogy et Ponto. Ils ont notamment fait un livre, je crois, qui s'appelait Investigation Passion, et que j'avais dans ma bibliothèque, que j'ai acheté et que j'ai lu. Et alors je comprenais pas toutes les histoires, c'était parfois un peu complexe, mais j'étais jeune. Mais surtout, ça m'a donné le virus de la recherche d'informations, de ce qu'on vit au quotidien quand on va chercher les sources, quand on récupère une information qui est censée rester cachée, des pressions auxquelles on s'expose, de sa direction, etc. Je me suis dit, ça va être sympa à vivre ça, quoi. C'est eux qui m'ont transmis le virus de l'investigation. Voilà. Et François Giroud, d'ailleurs, a dit de Jacques de Rogy, il recueille tellement d'informations qu'il ne sait plus où les mettre. C'était une pagaille totale. Et c'est vrai qu'après, il faut tout classer, Fabrice Lhomme, lorsqu'on recueille des informations. Oui, classer et vérifier. C'est ça, c'est surtout ça, en fait. Parce qu'avoir plein d'informations, personne ne s'en plaindra jamais, aucun journaliste digne de ce nom ne s'en plaindra. Il faut surtout faire le tri. Hiérarchiser, quelle est la plus importante, et surtout, démêler le vrai du faux. Même encore là, aujourd'hui, on est sur une histoire avec Gérard qu'on nous a présentée, qui est une histoire potentiellement assez spectaculaire, mais il faut qu'on vérifie. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est vraiment ce que nous apprend ce métier. On n'a pas le droit à l'erreur, et c'est normal qu'on n'ait pas le droit à l'erreur. Oui, en même temps, les vérifications, c'est des survérifications ensuite. Oui, je pense que c'est l'essentiel de ce travail, en tout cas dans le domaine de la recherche d'information, c'est que, et c'est ce qui nous différencie, je pense, beaucoup aussi de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux et autres, c'est que nous, on ne peut pas publier quoi que ce soit sans l'avoir vérifié 3, 4, 5 fois, quoi. Aux Parisiens, déjà, on nous a inculqué ça. Mais alors au Monde, c'est 1000 fois plus. C'est-à-dire que la moindre erreur au Monde prend des proportions absolument spectaculaires. Donc on ne s'autorise aucune erreur, et on en commet. Mais on essaie vraiment de baliser le terrain pour qu'on n'ait pas de problème par la suite, quoi. Et Pierre Lazareff, directeur mythique de France Soir, qui avait beaucoup d'humour, disait « Une information et son démenti, ça fait 2 informations. » C'est vrai. Alors, une autre date importante pour vous, c'est le 2 mars 2022. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio, donc avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Gérard Davet, Fabrice Lhomme, un duo d'investigation. Dans quelques jours, il y aura au Théâtre Libre à Paris l'adaptation sur scène d'un de vos livres. Un président ne devrait pas dire ça, on en parlera tout à l'heure, mais je reviens au 2 mars 2022, après le confinement. Il y a une BD qui sort qui s'appelle L'obsession du pouvoir, et ça aussi, Gérard Davet, c'est un événement. Pour nous, oui, parce que d'abord, on y a consacré 3 ans de notre vie. Alors, on n'a pas fait que ça, mais ça a été vraiment un travail assez dur, parce que c'est compliqué, en fait, de résumer sa vie. C'était un peu l'histoire de notre vie, mais aussi la vie des gens qu'on a croisés, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande et Macron, dans une bande dessinée qui, en plus, doit raconter l'obsession du pouvoir qui est propre à tous ces personnages. Donc, c'était un petit peu compliqué de mettre tout ça en scène, tout en s'effaçant derrière les faits. Parce que c'est toujours la même chose, on se met en scène dans cette bande dessinée, mais l'idée, c'est pas notre vie, c'est pas de raconter notre vie qui n'intéresse pas grand monde, c'est de raconter ce qu'est le journalisme confronté au pouvoir. C'est ça qu'on a voulu faire, et c'est pour ça que moi, j'ai adoré faire cette bande dessinée. Comment est né ce projet, Fabrice Lhomme ? C'est né de la rencontre avec un éditeur, Delcourt, et du fait que nous, on avait envie, en fait, de mettre en image, en BD, certaines affaires qu'on avait pu suivre. Et c'est l'éditeur lui-même qui nous a fait parler, qui nous a dit, racontez-moi sur quoi vous pourriez écrire, quelle BD on pourrait faire. Et à la fin, qui a dit, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'éditeur, c'est vous. Et nous, on était un peu sur le recul, parce qu'on s'est dit, mais on veut pas se mettre en avant. Il a dit, mais sauf que il faut une incarnation. Donc pour qu'une BD fonctionne, il faut des personnages récurrents, etc. D'où l'idée de nous mettre, nous représenter comme personnages pour être des fils rouges, pour guider le lecteur, j'allais dire, dans les coulisses de la politique et des médias. Il fallait trouver un dessinateur. C'est pas évident parce qu'il faut des caricatures de Macron, de Hollande et Sarkozy. Pierre Van Nove, qui est un dessinateur, je crois, qui vient d'Angoulême, comme le festival, qui a réalisé des dessins animés érotiques et qui est arrivé vers vous. Oui, et ça, alors c'est l'éditeur qui nous a mis en relation avec lui. C'est quelqu'un qui a surtout fait une bande dessinée qui s'appelle Les Algues Vertes, oui, qui s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires, qui raconte une investigation au quotidien en Bretagne. Et donc du coup, on s'est dit c'est bien, investigation, voilà. Et en fait, il s'est avéré que cet homme-là travaillait vite, bien.
et qu'il avait un coup de crayon qui nous correspondait. C'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas quelque chose qui soit ésotérique ou incompréhensible ou genre Gaston Lagaffe avec, même si on aime beaucoup ça, on voulait quelque chose d'assez vrai, crédible. Et lui, il a réussi à retranscrire ça à tel point que quand je lis la BD de temps en temps, je tourne vite les pages parce que dès que je me vois, je me déteste. mais le truc, c'est qu'il retranscrit bien les traits des uns et des autres, je trouve. Et Fabrice Lhomme, une BD, le découpage est très particulier, ça n'a rien à voir avec un livre. Ça n'a rien à voir avec un livre, ça n'a rien à voir avec une pièce de théâtre. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on a eu la chance de toucher tous ces registres. Mais la BD, oui, ce qui est assez compliqué, c'est de garder un fil en fait dans une histoire pour tenir le lecteur du début à la fin, de le prendre par la main et lui faire traverser des époques, des personnages, avec à chaque fois aussi des rebondissements. C'est l'idée, ce qu'on appelle les page turners. Vous savez, quand vous avez fini votre page, vous finissez sur une case en BD. Il faut que vous ayez envie de voir la suivante. Donc tout ça, c'est du travail. Je crois qu'on a perdu du temps au début. On a un peu galéré et puis on a appris tout simplement sur le tas. Et je pense qu'aujourd'hui, on est bon. Si on devait en refaire une, peut-être on en refera une. Je pense on travaillerait mieux et en tout cas plus vite. C'est une tradition de la BD qui vient des journaux à l'époque où Tintin et Spirou paraissaient toutes les semaines. Il fallait une chute en bas de page pour que la semaine suivante on ait envie de lire cette histoire. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Et nous, on a été biberonnés à Tintin, Jo, Zette et Joko, Oui. Rahan, enfin nous c'est notre univers de jeunesse, quoi. Donc on était ravis de faire ça, mais à l'époque on ne voyait pas à quel point c'était un procédé extrêmement sophistiqué. Là maintenant on sait, quoi. Oui, mais à l'époque il y avait une loi sur la publication pour la jeunesse de 49 qui interdisait certains dessins, notamment un Lucky Luke avec Billy the Kid dans un biberon avec un revolver a été interdit en France pendant des années. et la BD politique c'était pas évident aussi parce que c'est un univers nouveau pour la BD. Ouais, absolument. Et il y avait même des interrogations, on va dire, de nature juridique. C'est-à-dire que est-ce que représenter en bande dessinée un homme, une femme politique qui, je sais pas, qui tiendrait des propos désobligeants ou qui serait prise la main dans le sac avec une valise de billets au hasard, est-ce que ça nous expose au même risque judiciaire que de l'écrire dans un livre? Donc il y avait tous ces enjeux aussi qu'on devait avoir en tête et dont on a essayé de tenir compte. Et en fait, on a essayé d'appliquer les règles finalement qu'on applique dans nos articles ou dans nos livres, c'est-à-dire qu'on ne met pas en cause les gens gratuitement. S'il y a des gens qui sont en cause, on a les moyens de prouver que ce qu'on écrit est fondé. Et la BD politique, c'était Gérard Davet, un univers nouveau. Il y a eu Quai d'Orsay qui a été adapté en bande dessinée, mais c'était pas évident de toucher un public qui soit autre que les enfants et les adolescents. Vous avez raison, d'autant plus que le Quai d'Orsay, c'est une sorte de chef-d'œuvre de la bande dessinée politique parce que les dessins sont incroyables. Il a inventé un style, une façon de bouger, etc. De Villepin est un personnage invraisemblable. Donc là, il ne s'agissait pas de rivaliser, il s'agissait de faire quelque chose de différent. Et on sait, Fabrice et moi, on connaît bien notre public parce que on passe beaucoup de temps à le rencontrer. On fait beaucoup de conférences, on va beaucoup voir les gens en province ou dans les régions, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Et on adore être à leur contact et on sait qui ils sont. On sait qui ils sont parce qu'on leur ressemble tout simplement. Et donc du coup, dans la bande dessinée, on sentait intuitivement ce qu'on pouvait dire, ce qu'on devait dire, pour intéresser ces gens-là, pour qu'ils aient l'impression de rentrer dans le bureau des puissants. Nous, c'est ce qui nous a toujours excités quelque part. Et c'est bien avant qu'on vous a surnommé les Dupont et Dupont de l'investigation. Ça, je ne sais pas si vous avez entendu ce surnom. On a entendu plein de surnoms, hein. On en a eu plein. Des sympathiques, des moins sympathiques, mais objectivement, d'abord Dupont et Dupont, c'est Tintin, donc ça nous va très bien. Moi, j'aurais préféré Tintin et Milou. Oui, qui aurait fait Milou, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Voilà, on n'aurait pas été d'accord. Et personne n'aurait fait la Castafiore, j'en suis certain. Alors, il se trouve aussi que ça a commencé avec le sport, car vos premières investigations, Fabrice Lhomme, vous l'avez dit, mais Gérard Davet s'en est mêlé, ça a été le sport, avec le football qu'on a découvert sous un nouveau jour, et le cyclisme grâce à vous. Oui, alors pas seulement grâce à nous, mais notamment effectivement Gérard. Alors Gérard de son côté, moi de mon côté, quand on ne travaillait pas ensemble, mais aussi ensemble, quand on était notamment au Monde, on a été sur plusieurs affaires qui mettaient en cause des clubs de football, un cycliste célèbre, pris dans des affaires de dopage. Il y en a eu, oui, mais je pensais à un autre un peu moins célèbre qui s'appelait Roumsas. Oui. Mais effectivement, l'affaire Armstrong qu'on a pu couvrir. L'affaire de l'Olympique de Marseille, le GC Nice, en fait, Monaco. On a fait beaucoup de scoops ensemble sur le sport. Voilà, et encore très récemment dans Le Monde, il y a quelques mois, une grande enquête sur l'AS Saint-Etienne, qui est mon club de cœur, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'ils sont dans un état pitoyable. Et on expliquait en fait pourquoi ils allaient si mal et la gestion catastrophique de ce club. Et on s'est beaucoup
ça nous a beaucoup, ça nous a beaucoup intéressé d'explorer ce terrain, c'est qu'à de le dire. Et quand on pense qu'en 1963, à l'époque où on ne parlait pas d'argent pour le football, Coppa a été suspendu pendant 6 mois pour avoir déclaré « Les footballeurs sont des esclaves » et il menait un combat avec Juste Fontaine contre les instances du football qui considéraient les joueurs comme leur propriété. C'est notre époque. C'est l'époque où les footballeurs avaient éventuellement une conscience et l'exprimaient et les mots pour l'exprimer. Aujourd'hui, sans caricaturer, je pense que c'est plus compliqué, quoi. En fait, il y a plus d'intérêt personnel et surtout pécuniaire qui rentre en jeu, quoi. C'est autre chose. Comment on se lance dans une affaire de ce genre? Comment on sent le sujet, Gérard Davet? C'est tout simple. Je me souviens le premier scoop qu'on a fait ensemble avec Fabrice sur l'Olympique de Marseille, quand je venais d'arriver au Monde, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser au transfert litigieux de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle que Tapi, à l'époque, était revenu, etc. Donc ça m'excitait, ça m'amusait, ça m'intéressait. Et je suis allé sur place et j'ai rencontré une source, on ne donne jamais ses sources, qui m'a donné quelques éléments tout à fait intéressants. Et je me suis dit, tiens, Fabrice, je vais le faire venir avec moi parce qu'il est meilleur que moi, ou en tout cas plus aguerri sur toutes ces histoires d'écoute téléphonique, de retranscription, de PV, etc. Et on s'est retrouvés comme ça tous les deux à Marseille, à éplucher un petit peu tous les transferts un peu litigieux de l'Olympique de Marseille. Et ça nous a valu de manger d'ailleurs des litchis absolument infâmes dans une gargote chinoise avec de la source. Donc, mais on s'est bien marré aussi. Ouais. Oui, mais en fait, Fabrice Lhomme, quand on cherche des informations, faut des indicateurs, faut que les gens aient confiance en vous, faut les faire parler, c'est pas simple. Oui, c'est le cœur du métier d'investigateur. C'est vraiment ça. C'est d'avoir des sources qui vous font confiance et surtout d'en trouver des nouvelles. Vous êtes, je vous ai tout à l'heure allusion à une investigation qu'on débute là actuellement. C'est dans un domaine dans lequel on n'a pas de source. Donc, il faut convaincre des gens qui ont accès aux informations qui nous intéressent de nous faire confiance. Et on espère qu'avec l'ancienneté, l'expérience qu'on a pu acquérir, les gens savent qu'on est sérieux, quoi, pour résumer. C'est très important de rassurer une source. Il faut d'ailleurs des sources, mais il faut aussi des informations. Et on vous propose des sujets aujourd'hui, je suis sûr, grâce à votre réputation. Oui. Ce dont parle Fabrice en ce moment, là, c'est une enquête qu'on commence juste depuis 2 jours. Hein. Oui. Et objectivement, c'est extrêmement spectaculaire. Tellement spectaculaire qu'on se dit attention, il y a un signal d'alarme. On a vécu tous les deux des affaires célèbres qui nous ont refroidis sur plein d'aspects. Moi, j'ai vécu l'affaire Allègre. Fabrice et moi, on a vécu ensemble l'affaire Clearstream. On sait qu'il y a des documents qui paraissent tout à fait véridiques et qui peuvent être tout à fait faux. Donc on commence juste, on vérifie, et c'est une affaire qu'on nous a apportée. On nous a envoyé un mail un jour au journal parce qu'ils nous connaissaient, je pense, quelque part de par notre passé, quoi. Voilà. Puis il y a des affaires, je suppose, qui tombent à l'eau très rapidement, une fois vérification faite, Fabrice. Oui, exactement. Ça, c'est toujours très frustrant, hein, quand on est journaliste. On consacre quand même du temps pour essayer de vérifier, convaincre des gens de nous parler, etc. Et puis après, ça peut faire pchit, comme dirait l'autre. Et je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Après, l'avantage quand on est très expérimenté, ce qui est notre cas, c'est que très rapidement, on sent si ça va tenir ou pas, quoi. On le sent très rapidement. Après, le plus frustrant, c'est quand vous êtes sûr, vous savez que ça tient la route, que c'est une vraie histoire, c'est une belle affaire, mais que vous n'avez pas les éléments parce que justement, vous n'avez pas de source. Et ça, c'est frustrant. Oui, et en même temps, c'est très dangereux. Vous avez reçu des menaces de mort, des balles et des explosifs dans les enveloppes. C'est pas de tourpeau, ce métier-là, Gérard Davet. Oui, enfin, on vit pas non plus en Ukraine ou en Russie, donc ça se passe quand même plutôt correctement, hein. Mais c'est vrai qu'on a vécu des moments compliqués. Alors moi, donc, j'ai été mis sur écoute, ce qui m'a valu de poursuivre le patron des services secrets et de gagner en procès. Donc ça fait jurisprudence. Ensuite, on a été cambriolés tous les deux. On a été menacés. Fabrice à son domicile, moi au mien. J'ai reçu une balle. J'ai même reçu une lettre pleine de merde. Il faut bien le dire que Fabrice a ouvert en mon absence. Oui, c'est surtout moi qui l'ai ouvert. Oui. Alors qu'il lui était destiné à lui. Ouais, ce qui nous a valu d'être placés sous protection policière et pendant 2 ans. Et oui, c'est pas. On est tout le temps en procès avec plein de gens. Là, et par exemple, Bolloré continue à nous poursuivre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs cette fois-ci, mais bref, ça n'arrête jamais. Mais c'est quelque part logique et acceptable parce que c'est le revers de la médaille. On met en cause des gens puissants, ils se défendent avec les moyens qui sont les leurs. Voilà. Alors parmi tous vos livres qui sont des succès, il y en a un qui s'appelle French Corruption et c'est lié finalement indirectement à un film célèbre. Le Cornio, car le Cornio, c'est l'histoire de Jacques Angelvin, qui était présentateur de Paris Club, qui s'est retrouvé avec une voiture qui n'était pas la sienne aux États-Unis avec 52 kilos d'héroïne dedans. Il a passé 6 ans en prison, alors qu'il était un présentateur de télé célèbre. Et vous avez fait, à partir de French Connection, vous avez fait French Corruption. Oui, c'est une de nos enquêtes favorites, très sincèrement. D'abord, parce qu'il y a des personnages truculents. C'est le clan des Hauts-de-Seine, les Pasqua.
Sarkozy, Balkany, bien entendu, Didier Schuller, et on raconte les mallettes en espèces, les orgies, enfin c'est du cinéma, c'est un film de cinéma. Et par ailleurs, sur l'enquête elle-même, c'est vrai qu'on a exhumé une vieille enquête judiciaire qui avait été mal faite. On a trouvé des éléments qui ont confondu Patrick Balkany, ce qui lui a valu ensuite d'aller en prison, d'être condamné. On n'a pas envie d'envoyer les gens en prison. Je veux juste dire par là que c'est une enquête qui a été pour nous très concluante et on en garde un souvenir particulier. Et à chaque fois, vous gardez des notes, vous faites des livres tirés de ces enquêtes, Gérard Davet? En règle générale, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. On sait qu'on publie dans Le Monde. Et puis parfois, on se dit, tiens, il y a matière à aller plus loin, à faire du journalisme, ce que j'aime bien appeler en cinémascope, c'est-à-dire beaucoup plus en longueur, avec plus de couleurs, etc. Ce que permet l'écriture d'un livre. Voilà. Donc on a découvert ça, moi, un peu sur le tard. J'ai commencé à écrire des livres à 40 ans à peu près. Mais j'ai découvert la liberté absolue que c'est de bosser comme ça, avec son meilleur ami, pour écrire des livres qui sur 500, parfois 600 pages, avec une éditrice, en l'occurrence Sophie de Closet, chez Flammarion maintenant, qui est devenue une amie aussi, qui nous suit dans toutes nos aventures, donc c'est un bonheur. Voilà. Et ces livres, ça devient parfois autre chose, on en parle avec une autre date, le 10 février 2023. A tout de suite sur Sud Radio, avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Gérard Davet et Fabrice Lhomme. On a parlé de votre parcours de journaliste d'investigation, de vos livres, de vos BD. Et curieusement, vous adaptez au théâtre l'un de vos livres, Un président ne devrait pas dire ça, qui concerne François Hollande. Ça démarre le 10 février 2023. C'est du mercredi au samedi à 19h au Théâtre 21h. Libre. Ça a changé l'horaire. Ça a changé, 21h. Au Théâtre Libre, qui était l'ancien Comédia. Et je ne sais pas si vous savez, ça s'appelait l'Eldorado. Et en 1875, il y a une jeune artiste qui a débuté en faisant un numéro de gommeuse épileptique en se frottant sur le trou du souffleur, c'était Miss Tinguette. Voilà. Alors, effectivement, ce livre est devenu une pièce de théâtre, c'est quand même une première, Gérard Davet. Oui, mais parce que Fabrice et moi, on aime bien défricher des terrains qui ne sont pas les nôtres et dans lesquels on n'est pas forcément à l'aise. On s'est toujours dit que ce livre, mais d'autres aussi, tu parlais de Franche Corruption tout à l'heure, étaient des scénarios incroyables, des scénarios incroyables. Et celui-ci, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un président de la République qui accepte de recevoir une fois par mois 2 journalistes d'enquête, sans les connaître, on ne se connaissait pas au début, et en se disant, je vais me servir d'eux pour asseoir ma future réélection. Et nous, de notre côté, on va rencontrer le président parce qu'on se dit, on va faire ce que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire rencontrer au quotidien une présidence de la République dans le bureau du président de la République. Et en fait, c'est une sorte de duel à fleur et moucheté son temps, mais de duel. Et donc la pièce, le propos, c'est qui va gagner ce duel. Voilà. Alors au départ, je crois qu'il y a eu 61 rencontres entre François Hollande et vous deux, voilà, à l'Élysée. Ils ne s'attendaient pas d'ailleurs à ce que ce livre sorte sous ce titre et de cette façon, je crois. Alors, de cette façon, il n'y a eu aucune surprise parce que le calendrier de la sortie, le fait que par exemple on ne voulait pas qu'il relise ses propos parce qu'on avait peur qu'il fasse sinon de la langue de bois comme la plupart des hommes politiques, tout ça a été convenu, il n'y a pas eu de souci. Ce qui dit-il l'a beaucoup desservi, c'est le titre. Effectivement, un président ne devrait pas dire ça. C'est assez, ça peut paraître assez violent, mais il se trouve que c'est lui qui, à plusieurs reprises dans nos entretiens, quand il se confiait, qui parfois se reprenait en disant « Ah, mais un président ne devrait pas dire ça ». Mais sauf qu'il le disait, il avait quand même besoin de le dire. Donc nous, on l'a un peu accouché et on essaie de restituer cet enjeu aussi dramatique dans la pièce. Ce qui est marrant, c'est que c'est devenu une marque générique. C'est-à-dire que dès qu'un président ou un ministre dit un truc un peu excessif, c'est un ministre ne devrait pas dire ça, ou voilà. C'est devenu une marque générique, on aurait dû le déposer à l'INPI, quoi. Le livre a eu un retentissement que vous n'imaginiez même pas. Non, d'abord on ne pensait pas que ce soit un tel succès. Je crois qu'on en a vendu à peu près de 300 000 exemplaires, hein, je crois, Fabrice. Et par ailleurs, au-delà de ça, c'est que c'est un livre qui, de l'aveu même de François Hollande, c'est que c'est un livre qui a précipité sa décision de ne pas se représenter parce qu'à la suite de ça, tout lui est tombé dessus. Ses propres amis qui ont détesté le livre, ses propres ennemis qui se sont engouffrés dans la brèche, Macron qui a vu le truc et qui s'en est emparé, Emmanuel Valls qui du coup l'a trahi. Enfin, ce livre a créé en fait les conditions de sa non-réélection. Et donc du coup, c'est devenu un objet politique étudié aujourd'hui dans les universités. Et même à l'étranger, je crois qu'il y a eu un retentissement international, Fabrice Lhomme. Oui, parce que sans doute que, au-delà, j'allais dire, des conséquences politiques en France, il y avait le fait que sans doute jamais un chef d'État ne s'était confié à ce point.
Voilà. Et c'est ça qui a beaucoup frappé les observateurs étrangers. Effectivement, à l'époque, on a été beaucoup sollicité par la presse internationale, hein, et ils nous demandaient pas que dit François Hollande sur la réforme du code du travail, etc. Ils nous disaient mais on n'arrive pas, on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu ça. Et donc c'est vraiment ce qui nous a conduit à écrire cette pièce avec l'aide d'un dialoguiste réputé, hein, François Perrache, et d'en faire un spectacle qui, alors il est mis en scène par Charles Templon, qui est vraiment un jeune metteur en scène hyper prometteur, il est vraiment brillant, et la mise en scène vraiment, elle est spectaculaire. Et puis il y a un casting haut de gamme. Oui, parce qu'au départ, vous étiez 3, François Hollande et vous 2, à l'Élysée, et là il y a 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes. Voilà, parce que c'est même pas qu'on a voulu respecter la parité, c'est juste que en fait c'est librement adapté de notre livre. Alors, librement adapté, c'est-à-dire que ce sont les vrais propos de François Hollande qui sont retranscrits mot pour mot. C'est ça qui est une des particularités de cette pièce qui est absolument incroyable. Ce sont ces vrais propos, et quand on les réécoute 5 ans après, ça prend un écho absolument incroyable sur Macron et compagnie, mais je vous laisserai en juger. Mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est qu'on a adapté ça de notre parcours au sein de la rédaction du Monde, des difficultés qu'on a eues quand on a fait ce livre, des difficultés qu'on a eues nous-mêmes pour nous positionner par rapport à notre métier, parce que c'est compliqué d'être à la fois journaliste d'enquête au Monde et en même temps d'aller voir le président une fois par mois, c'était pas forcément évident. Donc tout ça, on l'a un peu fictionné en inventant ce personnage d'une jeune fille jouée par Lison Daniel, qui elle-même est une jeune journaliste qui a les dents qui rayent le parquet, comme il y en a plein, et qui est accro aux réseaux sociaux. Et en face, il y a Thibaut de Montalembert, qui est très connu maintenant pour la série 10% et compagnie, qui joue une sorte de mélange de Fabrice et de moi, quoi. Voilà. Mais en même temps, cette jeune femme, c'est une humoriste au départ, et ça colle bien avec l'esprit de François Hollande, qui a beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Lison Daniel, de ce point de vue-là, s'entendrait sans doute très bien avec le vrai président. Sauf que là, c'est pas François Hollande qui joue son propre rôle, il n'en est pas encore là. Oui. C'est Scali Del Pera, qui a une interprétation vraiment très personnelle et absolument remarquable du président. Et enfin, il y a un 4e personnage qui a été créé pour les besoins de la pièce. C'est un personnage de rédactrice en chef qui correspond pas forcément à celle ou à ceux qu'on a connus au journal, puisqu'on ne cite jamais, c'est important, on ne cite jamais le journal Le Monde, on ne cite jamais le nom de François Hollande, parce qu'on a voulu que ce soit quelque chose d'un peu intemporel. Et par ailleurs, c'était adapté de la réalité. Ce n'est pas toujours la réalité, en tout cas, le côté journalistique. Et cette personne qui incarne la rédactrice en chef, c'est Hélène Babu, qui est assez impressionnante. Moi, je lui ai demandé d'ailleurs, on a rencontré les comédiens, est-ce qu'elle s'était immergée dans une rédaction, etc. Elle dit non, pas du tout. Et honnêtement, on a l'impression qu'elle a été journaliste toute sa vie, tant elle est naturelle dans son rôle. Je précise que Scali Del Pera, il a quand même joué déjà un rôle politique, le secrétaire général de la présidence de la République dans Le Baron Noir. C'était une série de fiction aussi, qui à mon avis n'aurait pas eu lieu si vous n'y avez pas été. Et je pense que je me demande si je me trompe pas, je suis tombé dessus par hasard la dernière fois. Je crois qu'il a joué dans Les Tuches aussi, le rôle du secrétaire général de la présidence. Je crois. J'espère ne pas me tromper. Donc oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toutes les arcanes de la politique, mais il transforme vraiment le président Hollande en un président étonnant, quoi. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au-delà de François Hollande, c'est vraiment le monde politique, les coulisses du pouvoir que vous racontez à travers cette pièce. Alors, mais exactement. C'est pour ça que nous, on s'est dit, c'était déjà ce qu'on avait montré dans le livre, mais c'est autre chose de le montrer sur scène. Est-ce que les gens ne rêveraient pas d'être transformés en petites souris, comme on dit, pour être dans le bureau d'un président de la République, le président de la République en France, c'est un peu le roi, c'est Dieu, ça fait fantasmer tout le monde. Et là, on donne un peu accès aux coulisses, mais pas seulement les coulisses d'une présidence ou d'un président, mais également les coulisses d'une rédaction, la fabrique de l'information. Et on pense que ces 2 thèmes passionnent les gens, voilà. Et contrairement à une idée plus que reçue, qui est que les Français ne s'intéressent pas à la politique, les Français n'aiment pas les journalistes, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'ils sont passionnés par la politique, d'abord, et cette pièce répondra à leurs attentes. Et par ailleurs, ils sont très curieux de savoir comment fonctionne une rédaction, comment les journalistes travaillent concrètement. Et je pense qu'on apporte pas mal de réponses dans cette pièce. Oui, parce que finalement, le journalisme en coulisses, c'est un travail quotidien, mais il a évolué. En 80, c'est plus ce qui se passe en 2020 et réciproquement. Totalement, tout a changé, tous les codes ont changé.
Ce qui demeure malgré tout, c'est la culture du off contre laquelle on se bat avec Fabrice. Vous savez, ces gens qui vous disent en off, alors ça je te dis ça, mais surtout tu répètes pas, tu dis pas que ça vient de moi, et puis tu me cites entre guillemets, mais tu dis une source proche de l'exécutif, etc. Ça n'a pas tellement changé, ça continue à gangréner un peu le journalisme français. Donc là on se bat contre ça parce que nous, dans tous nos livres, c'est une des constantes de nos articles aussi, c'est qu'il n'y a pas de off. Tous les gens s'expriment à visage découvert, on leur dit d'assumer leurs propos, et les gens s'y trompent pas, parce que quand on fait ça, eh bien, comme par hasard, nos livres ont du succès parce que les gens y décernent une réalité, une vérité. Donc ça, malgré tout, ça n'a pas trop changé la culture du off. Mais pour le reste, tous les us et coutumes, les réseaux sociaux, tout s'est accéléré, tout le monde communique sur Twitter. Nous, par exemple, vous avez 2 Kakoshim devant vous qui sont sur aucun réseau social. Aucun. Vous pouvez chercher ni Facebook, ni Twitter, ni... vous serez sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Ça, c'est un plaisir. 750 000 abonnés avec les clés d'une vie. C'est la seule chose. Mais ce qui est étonnant, moi, je connais des gens, quand je les appelle en disant surtout ne le répète pas, vous êtes certain que 10 minutes plus tard, toute la France va être au courant. Ça, vous connaissez ce genre de choses? Oui, tout à fait. Mais nous, ce pour quoi on se bat, c'est, à notre niveau, c'est que les gens puissent assumer leurs propos. Voilà. Et ne se réfugient pas derrière l'anonymat. Voilà. On n'aime pas l'anonymat. Il y a un moment... Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des informateurs qui vous donnent des informations précises. Mais nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les gens qui se réfugient derrière l'anonymat, pour balancer, pour résumer, des vacheries sur les uns ou sur les autres. On le met ça entre guillemets. Effectivement, on ne dit pas qui a parlé. On dit un témoin, un proche, etc. Parfois, il n'y a pas d'autre solution, mais il faut vraiment essayer d'en finir avec cette pratique qui ne fait pas honneur, à mon avis, à notre métier. Et dans cette pièce, effectivement, un président ne pourrait pas dire ça. Ne devrait pas dire ça. Mais les deux, ça marche, hein. Oui, les deux, ça marche. C'est un affrontement entre le pouvoir et le contre-pouvoir, qui est une chose qui passionne tout le monde, qu'on a vu au cinéma, notamment avec Orson Welles dans Citizen Kane. Ah oui, mais on peut citer un nombre de films incalculable. Avec Fabrice, on est parti en vacances il n'y a pas très très longtemps ensemble, parce qu'il nous arrive de partir en vacances ensemble pour travailler. Et on a regardé, tu te rappelles, un vieux film qu'on avait... Tu te rappelles du nom? J'ai oublié, moi. C'est un vieux film qu'on n'avait jamais vu tous les deux sur le journalisme, et ça racontait déjà ça. Donc il y a beaucoup de films et de séries et de livres qui racontent ça, le pouvoir contre le contre-pouvoir. Et c'est intemporel, et c'est génial, et ça durera encore de longues années, parce qu'on est là pour justement contrecarrer ce pouvoir. Et vos personnages, justement, s'affrontent par le pouvoir et le contre-pouvoir, Fabrice Lhomme. Oui, alors, et d'ailleurs, pouvoir et contre-pouvoir, on peut tout mettre au pluriel. Je m'explique, c'est qu'on voit bien dans la pièce comment, pour résumer, vous avez 2 journalistes, donc le vieux roublard expérimenté, la jeune qui allait dans l'ongle, qui est plutôt réseaux sociaux, etc., qui tous les deux cherchent effectivement à obtenir des choses du président. Donc là, il y a vraiment cette lutte pouvoir contre pouvoir. Mais on voit qu'au sein même de la rédaction dans laquelle ils sont, il y a aussi cette lutte entre la rédactrice en chef qui dit aux 2 journalistes, à juste titre, mais moi je vous paye, c'est pour faire des papiers, et les 2 journalistes qui répondent, mais oui, mais d'accord, on va faire des papiers, mais on a un projet majeur, et par ailleurs, même si on fait des papiers, on ne veut pas faire des papiers balancés sur Internet très rapidement, etc. Enfin, on voit qu'il y a tous ces affrontements qui sont salutaires en réalité. Et sauf que là, je pense qu'ils sont mis en scène brillamment et exposés de manière un peu inédite. Je pense qu'on a assez rarement vu ça sur scène. Oui, moi je me souviens d'un seul spectacle qui était fait par Jacques Weber et Jean-François Valmer, où ils avaient carrément repris la discussion, le débat Giscard-Mitterrand en 1974 devant Jacques Séguéla qui disait c'est la base de tout. C'était étonnant. Oui, on l'a vu, mais alors justement, nous on a vu plusieurs débats comme ça qui ont été reconstitués par des comédiens. Il y en a un qui était fait avec François Morel, qu'on avait vu ensemble, je crois. Mais en vérité, ce qu'on fait là, c'est totalement différent, parce que nous, c'est vraiment une vraie pièce, une vraie histoire, avec un vrai suspense, avec un vrai duel entre 2 ou 3 personnages, et ça débouche sur un bouleversement politique. Donc c'est une vraie histoire qu'on raconte, en fait. Voilà. C'est pas du tout un débat. Et avec en fond un jeu de dupes qui est le quotidien dans la politique, Fabrice Lhomme. Ah mais tout à fait, exactement. Là encore, je crois que c'est la réussite de la pièce, de bien montrer à quel point finalement tout le monde essaie de duper tout le monde. Et c'est pas un jeu, mais c'est une règle qui s'applique et qui est obligatoire, comme l'expliquait Gérard tout à l'heure, on voit bien comment Scali Del Pera, qui joue le président, essaye d'impressionner ses interlocuteurs
interlocuteur en espérant qu'il y aura un livre favorable, en se présentant évidemment sous son meilleur jour, et comment les deux autres journalistes se parlent en disant comment on l'approche, comment on va faire pour, non pas le piéger, mais pour le convaincre de se déboutonner, entre guillemets, et de livrer sa pensée, parce que ça fera un meilleur livre, etc. Et donc là, voilà, c'est effectivement, ça peut être un jeu de dupes, mais à la fin, il y a toujours un vainqueur ou un vaincu. Voilà, là, on va pas révéler la fin, mais on peut l'imaginer. Voilà, on peut l'imaginer, mais surtout, c'est une forme de théâtre qui n'existait pas. Raconter des sujets de cette façon, il y a quelques années, on n'aurait pas pu l'imaginer, Gérard Dabet. Et on le regrette avec Fabrice, parce que nous, on estime que la politique et le journalisme, en gros, ce sont de matières qui s'interpénètrent, hein, et qui donnent lieu à des films à l'étranger, ou en Amérique en particulier, et en Angleterre, absolument passionnants, ou des pièces de théâtre d'ailleurs passionnantes. Et en France, c'est comme s'il y avait un grand rideau qui était dressé devant ça. Alors certes, on adapte des faits divers. Affaire Outreau, 20 ans après, c'est pas très compliqué, même si c'est probablement très bien, je l'ai pas vu. Mais en revanche, tout ce qui est politique, c'est comme s'il y avait une sorte de rideau devant en disant « ça on touche pas, c'est un peu sensible et tout ». Et ça, c'est vraiment dommage parce que, comme dit Fabrice, je pense que les gens sont assoiffés de politique et de journalisme. D'ailleurs, le rideau va s'ouvrir, ce sera un rideau rouge et pas noir. Sur la pièce, donc, un président ne devrait pas dire ça, adapté par vous, Gérard Dabet et Fabrice Lhomme, au Théâtre Libre, du mercredi au samedi, pendant au moins 2 mois, je crois, pour commencer, à 21h. Et je pense effectivement que c'est un événement, et pas seulement pour ceux et celles qui sont passionnés de politique. Continuez ainsi, parce que vous avez d'autres projets, je suis sûr. Plein. Bon, on n'arrête pas. Eh ben, continuez ainsi, ne changez surtout rien. Merci d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.